Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je compte faire une vidéo réaction très à chaud sur une notion que je trouve très importante, la communication non violente, théorisée par Marshall Rosenberg dans son livre Les mots sont des fenêtres ou des murs, livre que je conseille vivement à tous ceux qui l'ont pas lu. C'est une communication qui n'est pas facile à adopter dans son quotidien et avec son entourage, dans toutes nos relations. Dans l'éducation nationale, on pourrait dire que on nous a appris depuis tout petit l'évaluation, on nous a pas appris voilà le non-jugement. Un petit peu, mais voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Avoir un échange de bonne qualité avec l'autre, ça peut éviter beaucoup de problèmes, voilà. C'est l'une des notions les plus importantes dans notre développement personnel, dans les bonnes habitudes qu'on doit adopter. Et ça a l'air de rien, mais ça vraiment c'est très important. Je lance. Alors je connaissais pas cette chaîne, hein. Je pourrais m'y abonner pour voir tout le contenu qu'il a fait, hein, bien sûr. La communication, la relation, ça n'est pas toujours fluide. Comment fait-on pour s'exprimer sans écraser l'autre et écouter sans s'oublier soi-même? Ce qui est habituel, c'est de rentrer dans du C'est toute la ping-pong, du qui a communication tort et qui a raison. de la communication. Marshall Rosenberg, qui a développé le processus de la communication non violente, disait « Qu'est-ce que tu préfères, être heureux ou avoir raison ?» Alors certains diront avec humour « Moi ce que j'aime, ou je suis heureux quand j'ai raison », mais c'est pas aussi simple que ça, parce que ce que nous aimons, c'est vivre des relations apaisées avec nous-mêmes et avec les autres. Alors, Ouais. C'est une phrase très inspirante qu'on devrait se répéter très souvent. Est-ce que je préfère être heureux ou avoir raison? Souvent, quand on cherche à avoir raison, on se retrouve à tout le temps être dans soit je juge l'autre, soit je me juge moi-même. Alors que quand on accepte notre avis et qu'on accepte celui de l'autre et on accepte le fait qu'on a tous les deux des points de vue différents, et ben on arrive beaucoup plus facilement à avancer. Ah bon, ça veut pas dire ne jamais argumenter, ne jamais contredire l'autre, ça veut dire accepter. Mais c'est pas non plus couper court à la conversation tout de suite. C'est aussi important d'écouter le point de vue de l'autre et de s'écouter soi-même et de donner notre point de vue à l'autre sans chercher en fait à convaincre en fait. Et il y a beaucoup de moments où c'est pas important et comment faire? Voici quelques clés de compréhension et de mise en pratique. Souvent, dans la relation, nous sommes en réaction. L'autre nous dit quelque chose et nous avons tendance à répondre du tac au tac. Par exemple, je suis dans la voiture avec un ami, puis au bout d'un petit moment, il me dit « Mais enfin, t'avais qu'à mettre le GPS, tu sais pas où on va ?» Et là, ce qui me vient assez spontanément, c'est... Je sors mon pistolet, enfin, effectivement, et je lui dis « Mais enfin, t'avais qu'à conduire, ou t'aurais dû le mettre, toi, le GPS ?» La deuxième option, c'est que je vais commencer à culpabiliser, me donner tort, et je vais dire « Oui, c'est vrai, une fois de plus, j'ai pas prévu le voyage, je sais pas où je vais, quand même, j'aurais dû mettre le GPS. » Bref, soit je me dis que j'ai tort, je culpabilise, soit je me dis qu'il a tort, je me mets en colère, soit un peu les deux. je sais pas si beaucoup de gens se reconnaissent dans cette situation. Forcément, moi je m'y reconnais. Ça m'arrive encore, même après avoir lu la communication non violente, j'ai oublié beaucoup de choses. J'ai vu d'autres influenceurs et je pense que même en lisant tout le temps la communication non violente, je continuerai à me reconnaître là-dedans et à avoir des passages comme ça où je vois soit je me juge moi ou soit je juge l'autre, ou soit un peu les deux, je me juge moi et je juge l'autre, ouais. Et c'est bien d'en avoir déjà conscience, c'est déjà un bon début, un premier pas. Quand je fais ça, le plus souvent, ça produit des dégâts. Je peux choisir de rester dans ces deux modes ou de commencer à être un peu plus en conscience. Et pour cela, nous allons utiliser un petit exercice qui s'appelle les 4 chaises. Pour faire cet exercice, c'est assez simple, il faut avoir 4 chaises. Et je vais commencer par m'asseoir sur la première chaise. Ok. La première chaise, c'est celle des jugements que j'ai sur l'autre, tout ce que je me dis sur l'autre. Là, par exemple, je me dis, il est quand même gonflé, je prends ma voiture, c'est moi qui conduis, et puis là, il n'est pas content, c'est quand même le comble, quoi. Ouais, Puis il a qu'à le mettre lui-même, le GPS, s'il n'est pas heureux. bah oui. Enfin, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, là, parce qu'on va arriver 5 minutes en Ouais, c'est retard. la surdramatisation, exactement. Voilà ce que je me dis sur la première chaise quand je suis en lien avec les jugements que j'ai sur l'autre. Sur la deuxième chaise, Bon, on arrive à comprendre. Enfin, c'est vrai que des fois on s'interroge et du coup, forcément,
on s'énerve, enfin on juge un peu l'autre, on se dit mais il abuse un peu, puis en même temps on se dit mais pourquoi il est comme ça? Une réaction quasiment automatique, et c'est un peu difficile de ne pas l'avoir. Soit c'est la première réaction, peut-être qu'après on peut la corriger. Mais sur le moment, bon, on l'a et c'est difficile de se dire sur le moment qu'il faut la corriger. Voilà, c'est en cela que c'est un exercice difficile, non pas parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir, c'est parce que les peu de choses qui sont à appliquer sont difficiles à appliquer. Je suis relié à ce que je me dis sur moi. Et là, sur moi, ce que je me dis, c'est bah oui, c'est vrai. Juste, j'aurais dû mettre le GPS, quoi, et puis j'aurais dû regarder où on va avant de partir. Bref, une fois de plus, j'ai pas fait ce qu'il faut, quoi. Voilà ce que je me dis sur la deuxième. Ça se comprend Et aussi. en même temps, assez rapidement, ce qui me vient. Parce que des fois, on a une certaine exigence envers nous-mêmes. Quand on veut être quelqu'un d'inspirant, quand on veut être quelqu'un qui aide l'autre, quelqu'un qui, voilà, qui se prend en charge, qui assume ses responsabilités. Et quand on voit qu'on est tête en l'air, qu'on fait les choses à côté, on peut être déçu de nous-mêmes. Ouais. Après, là, c'est son exemple. J'aurais quand même envie d'ajouter un truc, c'est que l'exemple qu'il a donné, c'est un exemple quotidien. C'est rien de très grave, ça va pas avoir de conséquences très lourdes dans notre vie. Et ça va pas nourrir forcément de très très gros conflits. Après, c'est vrai que ça commence petit, on a des petits conflits, et des fois ça peut dégénérer. Bon, ça, il en parle pas du fait que un petit conflit peut nourrir de très gros conflits. Mais après, c'est pas forcément le sujet non plus. Mais il aurait donné un exemple plus extrême, plus polémique, avec des réelles conséquences. S'il avait donné un exemple de conflit plus brutal, on se serait sûrement plus rendu compte à quel point ça nourrit des préoccupations qui sont difficiles à gérer. Il aurait pu donner un exemple de conflit féministe et patriarcat, voilà, un conflit entre droite et la gauche. Parce que ça, c'est vraiment des conflits qui peuvent vraiment dégénérer. Alors qu'un conflit autour d'un GPS, c'est limite un peu ridicule. On sait tous que ça se résout très facilement et que ça va pas nous faire nourrir de la grosse culpabilité, une grosse remise en question contre-productive qui pourrait nous pourrir toute notre vie. Alors que voilà, comparé à d'autres conflits, voilà. Je pense que la communication non violente, elle est surtout importante à appliquer dans des situations qui sont difficiles à gérer. Hein. Et l'exemple qu'il a donné n'est pas une situation qui est difficile à gérer. Nouveau, ce sont des jugements sur l'autre, et je peux retourner sur la première. Peut-être que j'ai pas mis du GPS, mais enfin lui, il aurait pu le mettre aussi, quoi. Ça se fait pas ce qu'il fait. Alors je peux passer une bonne partie de ma vie sur la première chaise, ou sur la deuxième chaise, ou bien développer de la conscience que en fait j'ai le choix. J'ai le choix de rester dans les jugements que j'ai sur l'autre ou sur moi, ou de commencer à me relier à quelque chose qu'il y a derrière ces jugements. Et derrière ces jugements, ce qu'il y a, ce sont à la fois des sentiments et des besoins. Et c'est ce que nous allons explorer sur la troisième et sur la quatrième chaise. Alors sur la troisième chaise, quand je me relie à ce qui se passe dans cette situation, en fait, je vois qu'il y a un peu de colère, d'agacement, parce que je crois que j'ai tout simplement besoin de respect de mes choix, puis j'ai besoin d'un petit peu de bienveillance. Oui, c'est ça, il y a aussi un peu de tristesse peut-être. Et je vois qu'il y a aussi de l'inquiétude parce que pour moi aussi, c'est important de respecter nos engagements, d'arriver à l'heure. Donc voilà, il y a finalement ces besoins de bienveillance. Ok, donc la communication non violente consiste à l'expression des sentiments et des besoins. Non pas de réagir, mais d'analyser l'état dans lequel on est, puis après d'analyser l'état dans lequel est l'autre, et de faire un constat de cet état dans lequel on est. Le truc, c'est que généralement on cherche une solution à un problème, et quand on fait que constater les sentiments dans lesquels on est, c'est pas chercher une solution à un problème. En fait, on est dans un rapport d'écoute et de compréhension de l'autre. Maintenant, c'est vrai que quand on est très préoccupé, c'est difficile d'adopter ce comportement-là. Surtout quand on se sent agressé par l'autre, quand on se sent pas respecté par l'autre. On fait des efforts pour appliquer ce rapport d'écoute, d'échange, de qualité. On fait cet effort d'essayer de comprendre l'autre, les sentiments et les besoins de l'autre. On fait l'effort de faire comprendre à l'autre notre point de vue. Et quand il n'y a pas un bon retour de la part de l'autre, quand il n'y a pas un minimum d'effort de la part de l'autre, c'est très dur à appliquer. C'est même des fois c'est contre-productif de vouloir appliquer la communication non violente. Il y a des moments où il faut juste couper court à la conversation. Voilà. Tu n'arrives pas à la comprendre, elle n'arrive pas à te comprendre, et t'as beau faire tous les efforts pour essayer, ça marche pas.
C'est un peu défaitiste ce que je dis, mais oui, c'est vrai qu'il y a des situations où la communication non violente est très 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 utile. Mais il faut savoir aussi s'écouter et se rendre compte que des fois c'est très difficile à appliquer aussi. Et des fois, essayer de communiquer avec certaines personnes que tu n'es pas capable de comprendre, et avec une personne qui, elle aussi, en retour, n'est pas capable de te comprendre, bah ça va pas t'aider à avancer, ça va pas t'aider à appliquer cette façon de communiquer, et ça va pas t'aider à avoir la paix avec toi-même. De respect de mes choix et aussi de prendre soin de l'autre et d'arriver à l'heure. Voilà ce qui se passe pour moi quand j'explore à l'intérieur. Alors quand j'ai exploré ce qui se passe pour moi en termes de sentiments et de besoins, il est possible que j'ai l'élan d'aller voir ce qui se passe pour l'autre. Je dis il est possible parce que ce n'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours envie de se relier à l'autre, à ce qu'il fait, pourquoi il le fait, parce que parfois on a juste des difficultés avec ce que nous vivons dans l'instant. Et je peux essayer d'aller sur la 4e chaise et essayer de me mettre en lien avec ce que vit l'autre, comment est-ce qu'il se sent, de quoi est-ce qu'il a besoin. Et je ne sais pas, je vais tenter d'imaginer, de me mettre en lien avec ce qui est présent pour lui. Et par exemple, dans le cas de... Le plus difficile, c'est pas d'analyser nos sentiments, c'est d'analyser les sentiments et les besoins de l'autre. Il faut forcément lui demander c'est quoi ses sentiments, c'est quoi ses besoins. J'ai souvent du mal à le faire de manière explicite, j'y avais pas pensé. Il y avait un moment où je voulais vraiment aider l'autre. Et finalement, j'ai pas été clair en lui disant c'est quoi ce que tu ressens, c'est quoi tes besoins. Et quand tu n'arrives pas, voilà, c'est peut-être contre-productif d'essayer des fois. Mais c'est bien de persévérer aussi. Donc c'est toute une question assez compliquée en soi. Du GPS, voilà, peut-être qu'il se sent, peut-être qu'il est agacé, il a besoin de faire un bon usage de son temps. Peut-être qu'il est inquiet aussi, parce que c'est important pour lui de respecter son engagement et d'arriver à l'heure. Peut-être que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Et je ne sais pas. Tout ça. Il a fait un très très bon exercice en prenant un exemple simple. Et c'est déjà pas facile, même en prenant un exemple simple, d'analyser tout ça tout en détail. Enfin, déjà, cet état de jugement, de réaction de jugement. Il vient nous dire à quoi ça sert. Pourquoi ? J'ai d'abord envie de commenter un peu cette image qu'il nous a donnée, cette mise en image de notre état intérieur. Je trouvais que c'était vraiment une très très bonne façon de le faire. Ces 4 chaises avec 2 couleurs différentes. Ça permet vraiment d'éclaircir le propos et de bien comprendre cette distinction entre la réaction et l'état de conscience où on prend du recul par rapport à cet état de jugement et cet état dans lequel on est, par rapport à l'état dans lequel est l'autre. Le principal, c'est pas d'avoir un meilleur échange avec l'autre, c'est avant tout d'avoir un meilleur échange avec nous-mêmes. Forcément, ça reprend tout ce qui est dit dans la philosophie du stoïcisme. Accepte les choses que tu ne peux pas changer et change les choses que tu peux changer. La chose dont tu peux être sûr de changer, c'est ton état intérieur. Et déjà comme ça, la communication est beaucoup plus facile. Et oui, je trouve que cette façon de mettre en image, ça aide vraiment beaucoup. Et je tiens vraiment à souligner cet effort qu'il a été fait, à la fois de mettre en image et à la fois d'analyser cet état de jugement et cet état de prendre du recul sur ce jugement et de pouvoir établir un meilleur rapport d'échange avec nous-mêmes, voire avec l'autre, dans le meilleur des cas. J'aime cet exercice, c'est pourquoi je vous le propose. Mais parce qu'il me permet de retrouver de la paix intérieure plutôt que d'être en lien uniquement avec mes jugements. Si je suis en lien avec mes jugements, je vais exprimer à l'autre ce que je vis. En l'occurrence, je vais lui dire « Écoute, tu m'ennuies, laisse-moi tranquille » ou « T'avais qu'à le mettre, toi, le GPS. » C'est sûr que c'est pas très agréable. Ou je vais pouvoir juste continuer à conduire et être là en train de me dire qu'une fois de plus, je n'ai pas fait ce qu'il fallait et il a vraiment raison de dire ça. Quand je suis en lien avec ce qui est important pour moi, à savoir mes sentiments et mes besoins, quelque chose s'apaise en moi et je vais pouvoir exprimer ce qui est important. En l'occurrence, je vais pouvoir lui dire, par exemple, écoute, quand tu me dis ça, ouais, je crois que je suis un peu agacé, je suis en colère, parce que moi, j'aimerais bien un peu de bienveillance et puis du soutien. Est-ce que tu serais d'accord pour mettre le GPS ? Donc, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit là. Je suis totalement en accord avec cette façon de voir les choses, de comment se sentir mieux avec soi-même, de comment avoir un rapport d'échange constructif avec soi-même et avec l'autre. Même si, des fois, comme j'ai pu le dire, l'exemple qu'il a donné, il est facile, des fois c'est très compliqué. Ouais. N'empêche que c'est la base de la base, cette communication non violente, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre le plus tôt possible,
qui devrait être rajouté dans l'emploi du temps scolaire en primaire, voire même en maternelle, j'aurais même envie de dire. Ça va pas être de la même façon qu'on va l'apprendre en maternelle qu'en primaire et au collège, mais c'est vraiment un truc à rajouter au programme. Je vais être en expression authentique et pratiquer la communication non violente, ce n'est pas le monde des bisounours. C'est pas faire comme si tout allait bien, c'est pouvoir être en condition d'exprimer ce que l'on vit, exprimer ce qui est important pour nous, d'une façon qui soit entendable par l'autre, à savoir que je vais parler de moi et pas de lui. Et puis, il y a la quatrième chaise, et même si j'ai pas toujours envie d'aller sur la quatrième chaise... Donc j'ai peut-être eu ce défaut d'idéaliser la communication non violente. Peut-être que quand j'ai l'impression de bien l'appliquer, je l'applique pas encore bien. Il m'arrive souvent de ne pas du tout avoir l'impression de l'appliquer, cette communication. Mais même quand je l'implique, quand j'ai l'impression de l'appliquer, peut-être qu'il m'arrive encore de pas bien l'appliquer parce que je l'idéalise peut-être un peu trop. Parce que comme il a dit, c'est pas bisounours, c'est difficile des fois d'exprimer ses sentiments et de bien le faire. Quand je peux y aller, quand mon cœur s'ouvre et que je peux y aller, je peux être en écoute empathique de ce que vit l'autre, me relier à ses sentiments et à ses besoins. Et ça va changer toute la relation. Effectivement, j'imagine. Par exemple, je lui dirais, quand tu me dis ça, est-ce que tu es inquiet? Est-ce que c'est important pour toi de respecter tes engagements et d'arriver à l'heure? Est-ce que c'est ça? Je pense que la chose aussi très importante, c'est d'avoir le plus possible de relations avec des gens. Dans l'idéal, ce serait bien de trouver des gens avec qui c'est facile cette communication, avec qui tu avances, une personne qui est un guide, un leader, plus qu'une personne qui cherche à avoir raison, une personne qui donne beaucoup d'intérêt à la politique plus qu'à la thérapie, une personne qui t'écrase, une personne qui cherche trop à se défendre. Faut savoir l'analyser. Et généralement, avec beaucoup de rapports sociaux, c'est plus facile. Et moi, c'est un petit défaut que j'ai, je pense que c'est aussi un problème que je suis pas le seul à avoir, c'est que je me sens un peu isolé. Pour l'instant, j'ai pas encore de métier. Je vais faire du service civique dans pas longtemps. J'espère vraiment que ça pourra m'ouvrir socialement. Parce que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre seul que quand on est bien entouré. Ça, c'est clair. L'intention de la communication non violente est de trouver une qualité de relation avec nous-mêmes et avec les autres qui permettent de satisfaire les besoins fondamentaux de chacun de manière harmonieuse et pacifique. Elle privilégie la qualité du lien à l'obtention d'un résultat. Et à moi, elle me permet de vivre plus souvent dans la joie et dans la paix. Voilà. J'ai envie de rebondir un peu sur ce qu'il vient de dire, parce que l'obtention du résultat, ça fait un peu écho à plein de choses pour moi, notamment à ma façon de créer sur les réseaux sociaux quand j'ai fait mon contenu, mes séries, gacha et même ce que je faisais avant. Je donnais beaucoup d'importance au résultat plus qu'au processus de création. Et c'est vrai que ça a fini par ne pas forcément être bénéfique dans ma vie. Le processus de création, forcément, qui me plaît aussi. Il y a un lien entre le résultat et le processus de création. Il y a un échange entre les deux qui fait que l'un sans l'autre, ça marcherait pas. Je pense surtout que ça fait écho à le résultat dans les partis pris politiques pour moi, vraiment. En fait, les féministes et même toute la révolution française, c'est pas un cadeau. Quand on donne trop d'importance au résultat plus qu'au processus de création. Quand on veut trop qu'il y ait un changement positif, plus que s'attarder sur nos efforts à nous. Parce que le plus important, c'est pas que la société change positivement, parce que ça, on n'y peut pas grand-chose. La société, elle est ce qu'elle est, et si on n'arrive pas à la changer positivement, c'est quand même dommage d'avoir l'impression d'avoir raté sa vie pour ça. C'est quand même dommage d'avoir l'impression d'avoir raté sa vie parce qu'on n'a pas réussi à changer son partenaire en bien comme on l'aurait voulu. En fait, quand tu prends un engagement politique, le plus important, avant tout, c'est toi. C'est tes efforts à toi. C'est tes relations sociales à toi. C'est aller vers les bonnes personnes. C'est pas avoir plus raison que l'autre. C'est pas gagner un combat. Mais c'est avant tout avoir trouvé sa voie. Avoir trouvé la chose, le combat, les efforts tous les jours qui te donnent l'impression d'aller vers l'avant, qui font que voilà, t'es fier de toi, de tes efforts. Et tant pis si le résultat, si ça porte pas fruit en fait. Et c'est ça qui te permet d'être dans une paix intérieure. Donner plus d'importance à tes efforts qu'au résultat. Et j'ai l'impression que quand j'entends les partis pris politiques, les féministes vs les masculinistes, c'est tout le temps du jugement, c'est tout le temps à chercher à avoir raison, c'est tout le temps chercher à donner le tort à l'autre, des fois sans argument, des fois dans des jugements hâtifs. Et ça va complètement à l'encontre des valeurs des féministes. Faire des généralités, juger les autres, parce qu'on n'est pas satisfait du résultat de nos efforts, on n'est pas satisfait des efforts que fournissent les autres. C'est pas du tout la voie à suivre pour être en paix avec soi-même. La voie à suivre, c'est
Arrêtez de prendre un parti pris politique trop radical qui pousse au rejet. Soit dire que les autres se victimisent, soit à dire qu'on minimise des problèmes, soit à dire qu'on surdramatise, soit à dire qu'on provoque. Voilà, tous ces mots-là, c'est limite à bannir tous ces mots-là. Quand tu dis à l'autre qu'il se victimise ou qu'il minimise des problèmes, tu l'écrases. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre problème. En s'informant sur la communication non violente, on comprend qu'il faut accepter les autres, il faut accepter leur point de vue, et il faut les conseiller, les guider plus que leur pointer tout le temps sans arrêt leurs défauts. Si mon intention est de prendre soin du lien, je vais commencer à porter mon attention sur 4 différenciations qui font toute la différence dans la communication. Et ce sont ces 4 différenciations que nous allons examiner maintenant. Je m'étais un peu perdu dans ce que je disais, et je m'en excuse hein, si j'ai été maladroit, si j'ai pas réussi à bien trouver mes mots. Cette façon de mettre en image, de montrer le fait qu'il faut différencier un mot d'un autre, c'est vraiment très bien pour pouvoir donner des repères. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo réaction à chaud et que je veux vous inciter à consommer ce type de contenu. C'est parce que ça permet de donner des repères. Ça permet de pouvoir bien se repérer sur nos besoins, sur nos sentiments, sur ce qui a réellement de l'importance pour nous. Parce que c'est vrai que avant de souhaiter le bien-être de la société comme les politiciens, les sociologues le font, avant de chercher à bien faire, avant de chercher à aider les autres, il faut d'abord chercher à s'aider soi-même, il faut d'abord finir par comprendre ce dont on a besoin, nous, avant de dire ce dont a besoin les autres. Et ça commence par, par ce type de contenu, ou ce type de livre dont je voulais parler, Les mots sont des fenêtres des murs de Marshall Rosenberg. Et je pense qu'on est beaucoup à ne pas pouvoir aller plus loin que ça en fait. Le maximum qu'on puisse faire, c'est savoir qu'est-ce qui nous fait du bien nous, et on peut pas savoir qu'est-ce qui fait du bien aux autres et ce dont la société a besoin. En fait, ce dont la société a besoin, c'est d'apprendre à avoir des échanges de qualité aux enfants, apprendre à être en paix avec eux-mêmes pour pouvoir apprendre après à apporter le mieux au monde en fait. Parce que quand on est adulte, c'est plus difficile, forcément. Alors pourquoi cette attention portée sur les besoins plutôt que sur les jugements? Parce que la vie s'exprime en nous à travers des besoins. Ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons est lié à nos besoins. Et nous avons tous les mêmes besoins. Ce qui se passe, c'est que nous avons parfois des façons différentes de prendre soin de nos besoins. Nous appelons ça des stratégies. Et en fait, il y a 1001 façons de prendre soin des besoins, donc il y a 1001 stratégies possibles pour un besoin donné. Les conflits portent rarement sur les besoins, le plus souvent ils sont au niveau des stratégies. Si je rentre à la maison après une journée de travail et que je ne pense qu'à une chose, c'est me mettre dans un fauteuil et lire un bon livre. Et à ce moment-là, ma femme arrive et elle me dit « Et si on allait se promener ?» Il risque d'y avoir une tension. Elle a envie d'aller se promener, moi j'ai envie de lire. Elle est sur la stratégie promenade, moi je suis sur la stratégie lecture. C'est amusant parce que il y a un jour ou deux, j'avais vu un conflit entre deux personnes qui ressemblaient exactement à ça. Il y en avait une qui voulait se promener avec quelqu'un et un autre qui était sur son ordinateur à travailler. Et il y a eu une tension entre les deux, quoi. Parce que l'autre travaillait et peut-être qu'il voulait bien se promener, mais en même temps, c'était difficile pour lui d'arrêter de travailler. Et c'est vrai que cette tension, parce qu'il y a un dilemme entre aller se prendre l'air ou alors continuer le travail, ça peut être difficile à gérer des fois. On peut aller au niveau des besoins. Derrière son envie de se promener, quel est son besoin? Peut-être c'est juste un besoin de mouvement. Derrière mon envie de lire, quel est mon besoin? Peut-être juste un besoin de détente, de repos. Nous pouvons être fermes sur les besoins et souples sur les stratégies. Le besoin, il n'est pas lié à une action. Par exemple, je n'ai pas besoin de lire, mais j'ai besoin de me reposer ou j'ai besoin de détente. Et pour cela, je peux lire, mais je peux aussi écouter de la musique, je peux me faire couler un bain chaud. J'ai plein d'options, je peux même aller me promener. Exactement. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a souvent une option qui est meilleure qu'une autre. Un type de vidéo qui est plus important à regarder qu'un autre. Comme là, j'ai l'impression que la communication non violente, c'est plus important à regarder, de s'informer autour de ça, de s'écouter autour de ça,
que du contenu très centré sur de la politique. Mais c'est vrai que si on regarde le contenu qu'on regarde, c'est pour répondre à un besoin en fait. Et c'est vrai que là, je m'attarde beaucoup à la stratégie, plus que sur le besoin, encore une fois. Non, c'est un peu contradictoire, hein. C'est vrai qu'il y a un paradoxe parce que la communication non violente, c'est une forme de stratégie. Mais une stratégie qui est plus basée sur les besoins que sur la méthode pour répondre à ce besoin. Mais je pense que oui, le plus l'important, c'est de proposer sans exiger. À partir du moment où tu proposes une solution pour répondre à un besoin, tu as le droit de dire oui ou non et de proposer une autre solution pour répondre à ce besoin. Puis le besoin, il n'est pas lié non plus à une personne. Ma femme, en l'occurrence, n'a pas besoin de moi, elle a besoin de mouvement dans ce cas-là, et elle peut appeler une amie pour aller se promener, elle peut aller se promener avec les chiens, bref, Ouais, elle peut exactement. nourrir son besoin de mouvement de différentes façons. Exactement, la personne qui voulait se promener, bon bah elle s'est promenée avec moi, elle s'est pas promenée avec l'autre et voilà, c'est comme ça que ça s'est arrangé. Mais ouais, ça met pas mal des repères hein, de savoir que on peut répondre à un besoin par une action. euh, enfin non, ah non, le besoin n'est pas forcément lié à une action, à une personne, à un objet. Bah, ça peut être soit l'un, soit l'autre en fait. Ça peut être lié à quelque chose de plus profond. Oula, là, ça me fait réfléchir, je sais pas. Vous me direz peut-être en commentaire ce que vous avez compris si c'est. En fait, ça peut être soit l'un, soit l'autre, ou alors il y a peut-être autre chose qui va encore plus loin que l'action, la personne, l'objet. Ouais. De toute façon, je mettrai le lien de la vidéo en description et je l'ai aussi partagé dans mes playlists pour que vous puissiez le revoir et pour que vous puissiez vous construire votre propre avis à ce sujet. Peut nourrir son besoin de mouvement de différentes façons. Donc, différence entre demande et De exigence. même qu'il y a une C'est d'ailleurs différence entre... ce dont je parlais quand je disais c'est bien de proposer et non pas d'exiger. C'est vrai que ça fait toute la différence. Hein. Tu proposes une solution à quelqu'un, le droit de dire oui ou non et de proposer autre chose. Voilà, on peut pas faire plus constructif que ça, quoi. Je vois pas comment on peut faire plus ouvert que ça. Effectivement, c'est dans ce rapport d'échange-là qu'il y a une paix entre nous. Après, c'est sûr qu'aussi, la communication non violente ne peut pas s'appliquer tout le temps, parce qu'après, on finit par s'ennuyer aussi. Bah, il y a des moments où on a besoin d'être un peu en conflit, d'être un peu en difficulté. Il y a des moments où on a besoin aussi de ne pas avoir le choix, parce que si on a tout le temps le choix, ça finit par être un peu pesant d'une autre manière aussi. C'est un peu, je pense que c'est un peu la limite que je donnerais à la communication non violente. Si on appliquait tout le temps la communication non violente, ce serait trop facile et on s'ennuierait un peu. Entre le besoin et la stratégie, il y a une différence entre la demande et l'exigence. Si ma femme insiste pour que nous allions nous promener et qu'elle n'est pas disposée à entendre un non de ma part, c'est qu'elle est en exigence. De même, si j'insiste pour lire et rester à la maison et que je ne suis Ça me rappelle aussi, il y a des gens qui ont du mal à dire non. Et c'est très important de réussir à le dire. Et c'est sûrement lié à voilà, une éducation qu'on a eue ou une mauvaise habitude qu'on a eue. On te dit, tu n'as pas le droit de penser différemment que moi. Quand t'es enfant, l'enfant n'a pas le droit de dire non à son parent parce que les parents savent mieux que les enfants. Et c'est très problématique de faire croire que le parent sait toujours mieux que l'enfant et que du coup l'enfant n'a pas le droit de dire non parce que ça fait qu'il peut plus avoir ça devient difficile pour lui d'avoir ce rapport d'échange ouvert où il a le droit de dire non et puis peut-être aussi s'il finit par recopier ses parents, il pourrait avoir beaucoup de mal à aussi l'entendre le non. pas disposé à entendre un non de sa part, je suis en exigence vis-à-vis d'elle. Et l'exigence a un coût pour la relation. Quand nous sommes dans la conscience des Ah, il besoins y a un petit bug. mutuels et dans la confiance sur la multiplicité des stratégies, nous pouvons faire des demandes qui soient réalistes, réalisables, ouvertes au non, plutôt que d'être Ah, effectivement, tous ces critères-là, je les trouve très importants. Liés aux besoins réalistes, parce que des fois, on fait des demandes qui ne sont pas réalistes, réalisables. Voilà, et puis j'aurais envie de rajouter aussi précise, parce que quand on n'est pas précis, c'est très difficile de deviner en fait. Quand on développe mal, quand on cite pas un passage précis, un truc précis qu'on a dit qui n'est pas passé, quoi, ou
Enfin, vraiment être précis, quoi. Très important. Être en exigence. Quand je dis que l'exigence a un coût pour la relation, c'est que le plus souvent elle est associée au système punition-récompense. Et le système punition-récompense, qu'est-ce que ça provoque? Trois positions: soumission ou rébellion, ou soumission suivie de rébellion. Par exemple, En tout cas, je conseille aussi de suivre l'étude de Catherine Guéguen sur ces sujets-là. Je trouve que la partie de l'enfance est une partie très importante, dans le sens où on a le cerveau très malléable, on se fait très facilement manipuler, le cerveau, enfin on est très influençable, on est très vulnérable. Dès qu'il y a le moindre truc qui va pas, on en est très affecté quand on est petit. Et dès qu'on voit un truc, et ben automatiquement le cerveau l'apprend, l'accepte. S'il voit de la violence, il apprend la violence. S'il voit de la soumission, il apprend la soumission. Si il y a un rapport de force, un rapport de supériorité, l'enfant apprendra à être soumis. Et si c'est trop dur à gérer pour lui, il pourrait adopter une position de rébellion. C'est fou parce que moi des fois j'aime bien la rébellion. Je sais pas, des fois c'est comme un peu libérateur. Mais sauf que rébellion, c'est aussi un comportement immature quand il vient sans bonne raison, si c'est de la rébellion, non pas pour un bon résultat, apporter du positif aux autres, si c'est juste égoïste, bah forcément c'est très problématique. Enfin, voilà, c'est un peu nuancé quand il parle de soumission suivie de rébellion, c'est effectivement les gens ne sont pas que des gens qui il n'y a pas que des gens qui sont en mode rébellion, il n'y a pas des gens qui sont que en mode soumis, il y a des gens vraiment on bascule des fois entre soumission et rébellion. Comme aussi je sais que ces fois ça m'arrive très souvent même, genre d'être très motivé et puis d'un seul coup plus du tout en fait, d'être en mode un peu désespéré, en mode bon bah j'ai pas le choix et j'accepte de ne pas pouvoir changer les choses. Et ça m'arrive oui, très souvent de passer d'un état à un autre comme ça, où je me dis, j'accepte en fait le truc, le cours, il est bien, là, ce que je fais là, c'est très bien, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de mieux, à la position du, ouais, mais si je me bouge, ça pourrait amener un changement positif, en tirer quelque chose parce que j'ai essayé quelque chose, en me rébellant un peu. j'appelle les enfants pour passer à table. Les enfants à table, pas de réponse. Les enfants à table, pas de réponse. Au bout d'un moment, punition possible. Les enfants à table, sinon je vous retire la Switch. Donc les enfants arrivent à table, soumission, mais à table ils font la gueule. Soumission suivie de rébellion. Voilà ce que provoque l'exigence le plus souvent. Ah bah voilà, il a donné un exemple avec des enfants. Comme ce dont j'étais en train de vous parler en vous parlant de Catherine Guéguen. Le lien entre nos sentiments et nos besoins est simple. Quand nos besoins sont satisfaits, ce que nous ressentons est agréable. Et quand nos besoins ne sont pas satisfaits, ce que nous ressentons est On désagréable. va découvrir ce qu'il veut dire par faux sentiment du coup. Il n'y a pas d'émotions désagréables s'il n'y a pas de besoins qui sont non satisfaits. Il faut forcément qu'on soit pas satisfait de quelque chose pour qu'on ressorte une émotion qui soit vraiment désagréable. Je pense que c'est aussi un petit peu pourquoi généralement je ne ressens pas d'émotions vraiment désagréables en regardant une fiction. Je prends du recul quand je regarde une fiction. Disons que peut-être que la seule insatisfaction que je peux avoir, c'est quand je me sens forcé de le regarder le truc. Mais il n'y a pas de raison de se forcer à regarder une œuvre de fiction. Et quand je sens forcé à regarder quelque chose que je trouve nul, que je trouve mal construit, j'ai juste l'impression de perdre mon temps. Et ce sentiment de perdre son temps, bah, ça peut voilà, donner un sentiment d'insatisfaction. Pourtant, dans la relation, nous avons tendance à rendre l'autre responsable de nos sentiments. Par exemple, nous pouvons dire « je suis en colère parce que tu n'as pas rangé ta chambre » ou « je suis triste parce que tu ne m'as pas envoyé de message ». Il est important de reprendre la Ah bah non, responsabilité je suis en colère parce que j'attends de toi que tu accomplisses une de mes attentes. Effectivement, c'est le problème, c'est pas l'autre, c'est nous le problème souvent. de nos sentiments et de nos besoins. Si j'avais rendez-vous avec un ami à 2 heures et qu'il arrive à 2h30, ce n'est pas la même chose de lui dire « je suis en colère parce que tu es arrivé en retard », la cause de ma colère serait son retard, que de lui dire « nous avions rendez-vous à 2 heures, tu es arrivé à 2h30 et je vois que je suis en colère parce que pour moi c'est important de faire un bon usage de mon temps. Est-ce que tu serais d'accord la prochaine fois de me prévenir de ton retard ?» Et de là, je donne une observation, un sentiment, un besoin et je fais une demande. Si Voilà. j'avais besoin
Il a tout dit, ouais. Généralement, je ressens un sentiment d'insatisfaction, et on ressent souvent un sentiment d'insatisfaction parce que on a besoin de faire un bon usage de notre temps. Parce que le temps, il nous semble très précieux. Et quand on constate qu'on n'a pas fait un bon usage de notre temps, on est un peu déçu de nous-mêmes, ou un peu déçu de l'autre aussi. En fait, un peu des deux, quoi. On est déçu de dépenser du temps et de la confiance pour quelque chose et pour quelqu'un qui pour nous n'en valait pas la peine. Voilà. Du coup, c'est nous le problème, en fait, c'est pas Dans l'autre. le repos et que j'étais en train de faire la sieste, j'aurais été content de son retard. Donc la cause de mon sentiment, c'est bien mon besoin. Alors, les sentiments, Le ça a besoin. l'air simple. Le besoin, pas nous. Pour moi, c'est très important de différencier le comportement de la personne. Ne pas dire ah, tu t'es comporté comme ça, donc tu es ça. C'est très important de ne pas raisonner comme ça. C'est pas parce que la personne s'est comportée d'une manière qui t'a pas plu que la personne est méchante. Tout simplement parce que la personne n'est pas parfaite ou ne correspond pas à tes attentes. De la même manière que c'est très important de se dire c'est pas de ma faute, c'est juste que ça répond pas à mes besoins et il y a toujours moyen de les satisfaire. En fait, le problème c'est ni vraiment l'une personne ni vraiment l'autre. C'est un peu ça la conclusion à laquelle on finit par arriver. Comme ça. Comment tu te sens? Triste, joyeux, inquiet, en colère, confiant, tranquille. Ça a l'air simple et pourtant il y a des mots que nous utilisons comme si c'était des sentiments. Or en réalité, c'est une façon pour nous de juger l'autre, de le rendre responsable de comment nous nous sentons. Nous appelons ces mots des jugements masqués ou faux sentiments. Et je vous propose deux méthodes pour les identifier. La première, c'est de voir si vous pouvez ajouter par derrière. Exemple, je me sens déconsidéré par toi. Je me sens dévalorisé par elle. Je me sens incompris par mon chef. Si vous ajoutez par derrière et que ça marche, c'est que c'est un faux sentiment. Une autre façon de les identifier, c'est d'essayer de les mimer seul. Je peux par exemple mimer que je me sens triste, en colère, joyeux. Essayez donc de mimer seul que vous vous sentez manipulé, jugé, dévalorisé. C'est plus difficile, n'est-ce pas? C'est vrai que souvent quand on est manipulé, on n'en a pas conscience. Mais j'ai pas tout suivi. Une autre. Parce que généralement, quand on se sent incompris, ou quand on se sent manipulé, quand on se sent n'importe quoi, on peut toujours le remplacer par quelque chose. Parce qu'on n'est jamais incompris par rien, quoi. Donc ouais, je comprends pas vraiment la différence entre faux sentiments et sentiments. Si vous avez vraiment bien compris, vous, parce que c'est peut-être moi que voilà, je suis un peu passé à côté. Sur le moment, là, j'ai eu critique à chaud, donc j'ai eu peut-être un petit moment de déconcentration. Bah, n'hésitez pas à me faire part de votre compréhension et de bien m'expliquer en commentaire cette partie-là. Ça pourrait beaucoup m'aider et je vous en serais très reconnaissant. Merci. Donc ouais, différencier là, on en est à observation et jugement. Enfin, je trouve que c'est une étape intéressante. Hein, c'est intéressant, ouais, franchement. Différence fondamentale est la différence entre les observations d'une part et les jugements, les pensées d'autre part. Elle est difficile à faire parce que notre cerveau produit en permanence des jugements, des pensées, et nous avons tendance à confondre ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, avec ce que nous nous disons de ce que nous avons entendu ou nous avons vu. Par exemple, je fais intervenir un plombier à la maison, et je me dis c'est un bon professionnel. C'est la pensée, c'est le jugement que j'ai. En réalité, en termes d'observation, qu'est-ce qui s'est passé? Il est intervenu et ça ne fuit plus après son intervention. L'observation serait le robinet ne fuit plus. Autre exemple, je me dis elle ne me fait pas confiance, qui serait le jugement. L'observation, c'est elle m'a demandé 3 fois aujourd'hui à quelle heure j'allais rentrer ce soir. C'est vrai que peut-être plutôt au problème d'Alzheimer, quand tu demandes 3 fois la même chose, c'est pas forcément un manque de confiance. Faut savoir juste se dire ah bon bah elle m'a demandé 3 fois et ne pas interpréter. Le jugement c'est une interprétation de l'observation.
Quand il y a des gens ça m'est arrivé qu'il y ait des gens qui me jugent, des fois c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'ils ont interprété, qu'est-ce qu'ils ont mal interprété. Enfin mal interprété pour moi, après peut-être qu'ils ont bien interprété, c'est juste moi qui me suis pas rendu compte que mon comportement voulait dire ça, quoi. Voulait dire que je suis égoïste ou que je n'écoute pas, voilà, en tort, que je suis tous les jugements que vous voulez, voilà. Mais généralement, un jugement, ça part d'une observation et d'une interprétation de cette observation. Dans les modes de communication en réaction, l'écoute va être une écoute réflexe, en dédramatisant ce que dit l'autre, en lui donnant des conseils, en ramenant à nous. Et l'expression va être une expression cash, une expression spontanée. Par exemple, tu m'ennuies, dans le cas du GPS. Quand je suis dans la conscience de ce qui se passe dans la relation, j'ai accès à 5 options possibles. La première, si j'en ai l'élan, c'est de donner de l'écoute empathique à l'autre. Et par exemple, dans le cas du GPS, je peux dire à mon ami, quand tu me dis que j'aurais dû mettre le GPS, est-ce que tu es agacé? Est-ce que c'est important pour toi de respecter notre engagement, d'arriver à l'heure? Est-ce que c'est ça? Donc je fais une observation, un sentiment, un besoin et une demande. Je peux aussi être en expression de ce qui se passe pour moi et lui dire par exemple, écoute, quand tu me dis que j'aurais pu mettre le GPS, je vois que je suis agacé parce que j'ai besoin d'un peu de bienveillance et puis je crois que j'aurais besoin aussi de soutien. Est-ce que tu es d'accord pour le mettre toi, le GPS? Il est possible que je n'arrive ni à donner de l'écoute empathique, ni à être en expression authentique de ce que je vis, et je vais simplement pouvoir m'accueillir en auto-empathie, écouter ce qui se passe pour moi, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Peut-être dans ces cas-là, effectivement, le mieux c'est de se taire, c'est sûr que d'accueillir ce que nous vivons. si quelqu'un me parle comme ça, je le respecte. Enfin, la personne qui me parle comme ça, moi, avec une expression authentique comme ce qu'il vient de donner, là, une auto-empathie envers lui-même, je n'ai pas envie de lui donner du tort ou de me braquer, sauf si je suis vraiment de très 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 mauvaise humeur, hein, ça peut arriver aussi. On a le droit de pas toujours être en état d'écouter. C'est vraiment une posture à adopter quand on cherche vraiment à apporter du bien à l'autre et à soi-même. Mais on a le droit d'avoir des moments où c'est difficile. Ce qui va peut-être nous redonner l'élan de revenir soit en expression, soit en écoute empathique. Et puis il y a une quatrième option, alors là dans la voiture c'est difficile parce que mon ami est à côté de moi, mais c'est d'aller recevoir de l'empathie à l'extérieur. Je me vois mal prendre mon téléphone et appeler un copain pour lui dire « tu sais ce qu'il est en train de me dire là ?» Là c'est difficile, mais il y a des fois où vraiment c'est possible et ça vient soutenir la relation. Recevoir de l'empathie de l'extérieur, ça peut nous donner de l'élan à revenir dans le lien avec la personne. Et puis il y a des fois où simplement, le mieux c'est de dire stop. Je vois que je suis ni en condition de t'écouter avec bienveillance, ni de m'exprimer. Bon, en soi, j'ai anticipé la fin de la vidéo, on aurait dit. Mais c'est vrai que je me focalise peut-être, pendant cette réaction, je me suis beaucoup focalisé sur le stop, et c'est un peu dommage, parce qu'il existe beaucoup de situations où, non, il n'y a pas de stop, il y a l'expression authentique, l'auto-empathie, l'écoute empathique est très souvent possible. Et il y a des moments où on a l'impression qu'il faut se dire stop, alors que c'est pas toujours le cas, peut-être. C'est vraiment compliqué, parce que ça dépend des situations, et des fois, on sait pas, en fait, s'il faut dire stop, ou s'il faut avoir une expression, une écoute empathique, et voilà, c'est pas toujours facile, hein. Et ouais, c'est vrai que ce type de vidéo, ça sert, mais ça dit pas tout, et en fait, on peut pas tout dire, c'est peut-être plus compliqué que ce que je pensais, hein, parce que je pense que c'est un truc qui manque dans même le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou des murs. Mais ouais, peut-être qu'il manque cette explication de quand et comment on peut utiliser la communication non violente. Et à partir de quand il faut dire stop. En fait, ça, c'est... Il faut juste avoir de l'expérience, il faut juste avoir plein de relations sociales avec plein de gens différents pour comprendre. Et à partir de quand ça devient contre-productif et il vaut mieux dire stop, ça risque de créer plus de problèmes, de préoccupations qu'autre chose. Et d'une façon qui soit peut-être entendable pour toi, est-ce que c'est ok pour toi que juste là on fasse stop et puis qu'on reprenne à un autre moment? Ah ouais, effectivement. Avec cette nuance-là, le fait de ne pas juste dire stop, parce que si tu dis stop, effectivement, c'est très fermé, mais dire à la personne, est-ce que tu es OK pour qu'on arrête là et qu'on reprenne après, quand je me sentirai un peu plus prêt pour pouvoir continuer la discussion, ou alors toi, quand tu te sentirais plus prêt,
Est-ce que tu te sens prêt à ce qu'on continue? Oui, c'est vrai que cette façon de parler bien nuancée comme ça, sur ne pas imposer le stop, mais le proposer, demander au lieu d'exiger, effectivement, ça fait toute la différence, ouais. Gandhi disait: soyons le changement que nous voulons pour ce monde. Et en matière de communication, comme pour le reste, quand on fait Ah, j'adore cette citation, je l'avais mis plusieurs fois dans ma série Devenir avec sa voix. Je veux être le changement que je veux voir en ce monde. Pour l'instant, je n'arriverai pas à le commenter, du coup on écoute. Il arrivera sûrement à dire des choses plus intéressantes que moi. toujours ce qu'on a toujours fait, on arrive toujours là où on est toujours arrivé. Il s'agit donc d'apprendre à changer et de prendre la responsabilité de notre changement. D'apprendre à désapprendre les mécanismes réflexes du qui a tort et qui a raison, et commencer à porter notre attention sur les différences que nous avons vues dans cette vidéo. Commencer à faire ces différences, ça a un impact sur nous, sur l'autre, sur leur relation, et du coup sur l'ensemble des personnes qui sont dans notre environnement. Marshall Rosenberg disait: à chaque instant, nous avons la possibilité de servir la vie ou de la détruire. À vous de choisir. Bon voilà, je trouve que cette vidéo est assez complète. Il y a sûrement plein de choses à ajouter, mais je ne saurais pas trop quoi ajouter. Là, pour l'instant, sur le moment, en réaction à chaud. J'espère que mes ajouts n'ont pas trop servi à diluer, que ça a quand même servi à un propos. J'espère que ce type de réaction peut aider des gens. Et si jamais vous avez des conseils à me donner, ça me ferait très plaisir. Si vous avez remarqué dans ma façon de parler des limites qui pourraient m'empêcher d'aller très loin dans la communication non violente, c'est une question assez compliquée en soi, hein, de savoir quelles sont les failles dans ma façon de parler, dans ma façon d'écouter, dans ma façon de commenter une vidéo. On n'a jamais fini d'en apprendre sur les rapports d'échange de qualité. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire et je sais que je suis pas le seul et que c'est un énorme travail pour tout le monde. Pour moi, je pense que c'est vraiment le travail fondamental pour pouvoir se sentir en paix, ne pas douter de ce qu'on fait et être satisfait de chacune de nos journées, du chemin qu'on prend. Je remercie tous ceux qui ont fait l'effort de regarder une très grande partie de cette vidéo. C'est une vidéo où j'essaie de me livrer, de me montrer tel que je suis, sans chercher à être efficace, synthétique, juste à me montrer tel que je suis. Je trouve que c'est vraiment un très bel effort que de suivre ce type de vidéo, et c'est une très belle intention que vous me portez là. Donc encore merci du fond du cœur.